Michel Onfray. Bonjour. Philosophe, essayiste, vous venez de publier La passion de la méchanceté sur un prétendu divin marquis aux éditions Autrement, où il est question, on l'aura compris, de Sade, qui, selon vous, détestait à la fois le peuple et les femmes. Citoyen engagé, vous vous revendiquez de la gauche antilibérale ou comme un capitaliste libertaire. Vous aurez peut-être l'occasion de nous expliquer. Mais je rebondis d'abord sur le titre de votre livre, La passion de la méchanceté, qui pourrait admirablement s'appliquer au débat public de ces derniers jours, déballage de rancœur et de vengeance autour du président de la République, déjà accablé d'une impopularité sans précédent. Qu'est-ce que ça dit de notre époque à vos yeux? L'extrême faiblesse d'un président ou l'extrême cruauté du débat public? Les deux, je pense qu'il y a une espèce de civilisation de la transparence qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, rien faire qui ne soit filmé, montré, photographié et surtout commenté par des gens qui s'autorisent d'eux-mêmes. Il y a la possibilité aujourd'hui pour n'importe quel méchant, je dirais, de donner son avis et d'être un expert. L'expertise a disparu et on peut aujourd'hui s'autoriser de soi-même en disant « moi je peux très bien juger d'un film que je n'aurais pas vu, juger d'un livre que je n'aurais pas lu, juger d'un plat que je n'aurais pas goûté et ça ne pose aucun problème ». C'est-à-dire c'est le délire narcissique et subjectif de chacun disant après tout il n'y a pas de raison que moi non plus je n'ai pas le droit de m'exprimer ou de dire ce que je pense. Permis et amplifié donc par Internet et les réseaux sociaux. Absolument, puisqu'il s'agit de dire n'importe quelle bêtise et que ça devient une vérité. L'idée que, par exemple, François Hollande aurait dit, en parlant des pauvres, que c'était des sans-dents, on n'a pas l'impression que le discours vienne de quelqu'un en particulier, c'est une vérité. Or, ça vient de quelqu'un qui se venge, qui est jaloux, qui est méchant, dont on connaît le trajet, de Rastignac. Il suffit de lire quelques livres et on sait qui a été cette dame. Ça n'est pas une oie blanche. La libido lui a beaucoup servi dans son trajet, donc il faut arrêter de croire que dès qu'elle dit quelque chose, c'est la vérité révélée. Et je pense que je suis pas hollandiste, ça se sait, mais je pense que François Hollande rigole beaucoup, plaisante, qu'il a probablement dit ça en plaisantant, mais sorti de son contexte, ça devient une vérité qui permet à Marine Le Pen, à Mélenchon et à la droite de dire, regardez, il déteste les pauvres, la preuve, et l'affaire est réglée, ce qui est terrible. En même temps, cette pseudo-vérité révélée suscite l'appétit des internautes, lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Ce raz-de-marée éditorial, 170 000 exemplaires vendus d'après l'éditeur, ça devient un phénomène de société, Michel Onfray. Oui, parce que personne ne vend autant de livres aujourd'hui. C'est-à-dire plus personne ne lit. On le sait bien, quand on publie des livres, on lit de moins en moins, on vend de moins en moins, et les grands succès de librairie ne sont pas du côté des grands auteurs, mais plutôt du côté des phénomènes médiatiques qui sont organisés à chaque rentrée littéraire. Et là, on organise effectivement cette histoire en disant que c'est un livre. C'est probablement un livre qu'elle n'a pas écrit. On sait même un peu le nom du nègre. La chose circule. Peut-être elle l'a pas lu non plus, ce livre. Mais là, vous contribuez aussi à alimenter des rumeurs que vous dénoncez par ailleurs. On a Michel donné Onfray. le nom très précis d'un écrivain qui, moi, en même temps, c'est pas gênant de dire qui a démenti. Oui, moi, évidemment, heureusement, ça fait probablement partie du contrat. Chez les nègres, on signe un contrat disant qu'on n'a pas écrit le livre. De nombre de gens qui n'écrivent pas leur livre et sont invités dans des émissions littéraires ou dans vos émissions. Il y a nombre de ministres, de premiers ministres, ou de footballeurs et qui ont du mal à faire une phrase correcte en français et qui d'un seul coup publient leur mémoire sur 300 pages. On sait bien qu'ils ne les ont pas écrits, ces livres. Oui, donc c'est pas un livre. Ce livre n'a peut-être pas été écrit. Enfin, je n'en sais rien, mais en tout cas les confidences ou les révélations ou les règlements de compte de chambre à coucher, comme disait tout à l'heure Jean-Marc Four, ça vient de l'ancienne compagne conjointe du président de la République, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ah oui, non, mais on parlait du livre. Oui. Juste pour dire que ça n'est pas parce que ça a la forme d'un livre que c'est un livre. Ça ne dit rien ça ne dit rien d'autre sur la société, cette affaire. Pourtant, vous ne croyez pas pour autant à la sincérité de François Hollande. Vous le voyez, vous croyez en son cynisme, au cynisme dépeint par Valérie Trierweiler? Alors, je ne sais pas, mais enfin, je pense que pour être président de la République, il faut être cynique. Si vous êtes un gentil, vous n'y parvenez jamais. Tous les gens qui sont un peu gentils et qui ont un peu de morale sont tous restés sur la marche en dessous. Pour y parvenir, il faut tuer père et mère et il faut être d'un cynisme sans égal. Mais par ailleurs, on peut aussi imaginer que Hollande ait quelques convictions. Et puis surtout, pour tous les gens qui le connaissent, c'est un plaisantin apparemment en permanence. Et si vous sortez une plaisanterie de son contexte, ça devient une méchanceté. Je ne crois pas qu'on puisse accabler Hollande sur ce sujet-là. Il fait déjà tellement de bêtises qu'on peut l'accabler sur les bêtises, mais de là à croire qu'il détesterait les pauvres et qu'il ne les appellerait que les sans-dents, ça me paraît terrible et c'est un coup dont on ne se remet pas parce qu'on n'a pas les moyens
de prouver qu'on n'a pas dit. Alors même si elle dit qu'elle dispose des moyens, même si elle enregistre, comme Patrick Buisson, les conversations qu'elle a eues avec François Hollande, les gens n'entendront pas forcément le contexte ou la plaisanterie et feront de ce trait d'humour une espèce de vérité politique. S'il y a un tel renversement des valeurs ou une crise morale, à qui la faute? Vous venez d'évoquer l'Internet et les réseaux sociaux. Est-ce que l'école, l'éducation joue un rôle? Je fais allusion à cette tribune remarquée que vous signez cette semaine dans le magazine Le 1, où vous critiquez les dégâts qu'a, selon vous, causé mai 68 dans l'éducation. Vous demandez un recentrage sur ce que doit être la mission éducative de notre pays. Oui, enfin c'est l'après mai 68 plus que mai 68 à proprement parler. Il y a eu une espèce de grand délire des constructeurs avec mai 68 qui est une bonne chose, entendons-nous bien. Je ne suis pas de ceux qui regrettent mai 68, ça a été l'occasion d'inverser un certain nombre de valeurs et c'était une bonne chose. Je crois simplement que comme 1789 finit par donner 1793, il y a un mai 68 positif qui donne un après mai 68 qui est le grand moment du nihilisme généralisé. Et je pense qu'on peut, surtout quand on est de gauche, faire un droit d'inventaire de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé dans les années 70, notamment avec la responsabilité des philosophes. Les René Scherrer, les Foucault, les Deleuze, Vincennes, etc. La disparition des notes, la disparition des copies, la disparition des profs, les élèves pouvant devenir profs, etc., etc. On peut faire une critique de ces choses-là, surtout quand on est quelqu'un de gauche. Moi, je suis fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage. Et l'école m'a permis de m'en sortir, l'école républicaine, parce qu'on apprenait à lire, à écrire, à compter et à penser dans l'école républicaine. Ça n'est plus le cas. C'est-à-dire que le gamin d'aujourd'hui qui est fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage, il ne s'en sortira pas avec l'école comme elle fonctionne, parce que c'est une école qui a décidé qu'il était réactionnaire d'apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. Et on nous dit il faut maintenant apprendre à trier ses ordures, il faut apprendre à être un éco-citoyen responsable, il faut apprendre la théorie du genre, il faut apprendre à être programmateur informatique. La théorie du genre, avez-vous dit, Michel Onfray? Oui, je le dis à dessein, parce qu'effectivement, le comité interministériel invite à former les formateurs en prenant en considération la théorie du genre. Donc je veux bien qu'on nous dise que ça n'existe pas. Toujours est-il que moi j'ai lu les textes. Les formateurs à lutter contre la discrimination homme-femme et les stéréotypes sexués. Oui, mais si c'était ça, je soutiendrais absolument et j'applaudirais dès demain. Mais il est question de la théorie du genre, j'y peux rien. Et je pense que la théorie du genre, qui nous vient des États-Unis, et les gens sont tellement prompts à être anti-américains habituellement que je suis toujours très étonné, qu'on puisse nous dire que la nature n'existe pas et que nous ne serions que des êtres de culture. On est les deux. On est naturellement un homme, naturellement une femme, et puis après on devient un homme et on devient une femme. Donc qu'on agisse sur les stéréotypes et qu'on évite évidemment le machisme et la phallocratie, je suis évidemment pour ça. Mais ça ne se fera pas en considérant que la nature n'existe pas. Donc c'est un débat, et il n'y a pas de débat possible sur ce sujet parce qu'il y a souvent des insultes, et je pense qu'on peut commencer à lire, à écrire, à compter à l'école, et puis on peut aussi arriver un jour à penser, puis un jour, on arrive éventuellement à la déconstruction des mythes occidentaux. L'apprentissage, écrivez-vous, exige des vertus perdues, la modestie, la patience, la constance, la persévérance. L'école doit inculquer aussi, transmettre ces valeurs-là, pensez-vous ? Mais je voudrais que ce soit dit, et surtout à gauche. Je pense effectivement qu'il y a eu une espèce d'inversion des valeurs qui a fait que Nietzsche, d'ailleurs, disait, c'était une phrase extrêmement intéressante, qu'il fallait protéger les forts des faibles. Et il y a eu une espèce d'inversion avec mai 68 qui faisait qu'à une époque, les élèves avaient peur des profs, et aujourd'hui, ce sont les profs qui ont peur des élèves. Et il y a simplement une espèce de moment délirant où on n'arrive plus à pouvoir noter, parce que noter, c'est fasciste. Et on sait très bien que de toute façon, si la discrimination ne se fait pas avec le talent, le mérite républicain, ça se fera avec le piston. Tout le monde aura des diplômes, mais pas tout le monde aura un poste, n'auront des postes que les gens qui seront pistonnés par papa et maman. C'est-à-dire que d'une part, on nous dit on refuse la sélection, et d'autre part, en refusant cette sélection qui serait républicaine, eh bien, on permet une sélection qui, elle, est la sélection du piston et des copains et des coquins. Et on augmente les inégalités et on fait de telle sorte que les pauvres et les fils de pauvres resteront pauvres et fils de pauvres. Michel Onfray, invité de France Inter ce matin. On vous retrouve dans quelques minutes avec les questions, interpellations ou commentaires des auditeurs, internautes, pardon, de France Inter. Le hashtag interactif sur les réseaux sociaux et le téléphone 01 45 24 7000. À tout de suite pour la revue de presse. France Inter, le 7-9.
Intervenez. Michel Onfray, donc notre invité ce matin, il vient de publier une passion de la passion de la méchanceté sur un prétendu divin marquis aux éditions Autrement. Les auditeurs de France Inter ont écouté la première partie de l'entretien. Ils se manifestent, Hélène Roussel ? Oui, bonjour Michel Onfray. Beaucoup de commentaires, de réactions, plus que de questions. Les internautes ce matin s'étonnent d'un de vos tweets d'hier. Je vous cite: et si à l'école, au lieu de la théorie du genre et de la programmation informatique, on apprenait à lire, compter, penser. Plus de 900 retweets. Bis repetita ce matin à l'antenne. À l'école, on apprend aux enfants le tri des déchets ou la théorie du genre. C'est la phrase pleine de bon sens du jour pour beaucoup d'internautes, de droite, sarkozystes, UMP, jeunes gaullistes. La théorie du genre n'existe pas, vous dit elle, Porta Plumas, qui se demande si vous tentez de devenir un BHL en chemise noire. Je vous lis son profil: solidaire, libertaire, zapatista, punk à chat. On dirait que Michel Onfray a mangé Alain Finkielkraut avant d'entrer dans le studio de France Inter pour Vincent Bouquet. Enfin, l'école actuelle n'est plus républicaine selon vous. Soyez plus clair, vous demande Loumer. Je me demande comment on peut être plus clair que ça. Enfin, je veux bien le redire. Oui, je pense que l'école n'est plus républicaine. Elle est libérale. Et elle enseigne le libéralisme, elle enseigne le marché, elle enseigne les catéchismes d'aujourd'hui. Et quand on ne souscrit pas au catéchisme d'aujourd'hui, on est tout de suite insulté. C'est pas là-dessus qu'ont tiqué les internautes. De droite, sur quoi? Sur le genre, là, même. Revenons sur le genre, j'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, je pense effectivement que nous ne sommes pas que des êtres de culture. C'est bien que des intellectuels qui passent leur vie dans les bibliothèques et qui pensent que le monde, c'est d'abord ce que les livres disent, puissent penser des choses, mais c'est aussi bien qu'on puisse regarder le réel. Et quand un enfant arrive dans une maternité, 100% des gens sont capables de voir qu'il s'agit d'un garçon, qu'il s'agit d'une fille. Donc qu'il y ait des constructions culturelles, ça me paraît évident, mais qu'il y ait aussi un donné naturel, ça me paraît évident aussi, avec lequel il faut composer. Donc il y a une espèce d'hémiplégie dans cette façon de dire on est pour ou contre la théorie du genre, comme cette façon qu'on a parfois d'être bêtement de droite ou bêtement de gauche, en n'étant pas du côté du bon sens. Il y a du bon sens, effectivement, à faire savoir d'une part que les femmes sont soumises à la domination masculine, et d'autre part qu'une femme, ça n'est pas un homme. Alors on peut dire que je sais pas quoi, que je me fais que je suis BHL en chemise noire ou que j'ai mangé du Finkielkraut. Mon problème n'est pas de savoir qui pense quoi, mais de savoir si je peux penser juste. En homme libre. D'autres auditeurs qui ont envie de vous interpeller, ainsi Alain qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Alain. Oui, bonjour Monsieur Onfray, bonjour Monsieur Cohen. Voilà, vous avez un petit peu abordé le sujet dès le début de votre entretien. Moi, il y a une question que je me pose un petit peu, effectivement, dans cet immense espace de liberté que sont les réseaux informatiques, le réseau Internet, où on peut dire à peu près tout et n'importe quoi en toute impunité, négationnisme, révisionnisme, créationnisme, etc. Est-ce qu'au fond, vous n'y voyez pas un paradoxe entre cette apparent espace de liberté qui serait, à mon sens, si je vous demande votre avis, une atteinte fondamentale à la démocratie? Et le deuxième élément, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait de ce fait utile de créer un grand espace de réflexion sur une éthique informatique? Merci Alain. Michel Onfray. Je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire que moi je défends la loi Guesso. Les hommes seraient intelligents, rationnels, raisonnables et accessibles à la raison, on n'aurait pas besoin de ce genre de loi. Qui sanctionne et pénalise la négation des crimes génocidaires. Absolument. Maintenant, sur Internet, cette loi ne fonctionne pas. C'est-à-dire, on peut dire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et jamais le négationnisme et le révisionnisme ne s'est aussi bien porté que depuis que Internet existe. Monsieur parle de liberté. Moi, je pense qu'on devrait parler plutôt de licence. La liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est une construction. La licence, c'est effectivement la possibilité pour Faurisson de mettre en ligne directement ses propos sur Internet, et on considère qu'il s'agit d'un exercice de la liberté. Je ne crois pas. Et je crois que monsieur a raison. J'aime bien Karl Popper, par exemple, qui nous disait qu'il faudrait une éthique des médias et de la presse. On n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, sous prétexte que ce serait la liberté. Donc je pense qu'effectivement, c'est un magnifique espace de liberté, Internet, où on trouve tout et où on n'a pas non plus les moyens. Parce qu'on n'apprend pas à lire, à écrire, à penser et à distinguer, on n'a pas les moyens de savoir si quelqu'un est sérieux, s'il a une expertise, s'il a un travail en amont, ou s'il est simplement guidé par ses passions ou par la haine. Donc oui, bien sûr, il faudrait des comités d'éthique qui nous permettraient, d'un point de vue déontologique, de faire savoir qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas mentir impunément et qu'on ne peut pas faire des laïus, par exemple, révisionnistes ou négationnistes. Quand je vois ce que Soral et Dieudonné peuvent raconter sur le net, le nombre de vues que tout ça récupère, ça me sidère. J'appelle pas ça un espace de liberté. Voilà un deuxième point commun avec Alain Finkielkraut, Michel Onfray. Oui, mais ça me gêne pas parce que je trouve terrible cette façon qu'on a de mépriser Alain Finkielkraut et de ne pas le lire.
Et on peut le lire et ne pas être d'accord avec lui, et puis on peut débattre et respecter les idées qui sont les siennes sans l'insulter, sans le traiter de fasciste, sans le traiter de tous les noms. Et j'estime qu'on gagne quand on est un intellectuel à lire le travail des autres et puis à débattre. Et je préfère effectivement des proximités avec Alain Finkielkraut, qui n'est pas le diable que je sache, qu'avec d'autres intellectuels. Retour au standard d'Inter, David nous appelle de Toulouse. Bonjour David. Oui, bonjour. J'ai une requête à faire à France Inter. Allô ? Que s'est-il passé ? Dès que vous avez entendu requête, alors, vous avez coupé ? Ah non. Moi, j'ai rien coupé du tout. Alors, attendez, j'avais la question qui était sur mon écran, mais je ne l'ai plus. C'était sur la moralité des... Alors, pour la requête à France Inter, David va nous rappeler, comme ça on l'aura, parce qu'on n'a pas donné l'impression de lui avoir coupé le sifflet. Mais c'était sur la moralité, mais je l'ai plus sur l'écran, là, c'est compliqué. Ne pensez-vous pas qu'il faut choisir nos hommes politiques, nos élus, en fonction de leur morale, ou qu'il faut avoir des critères moraux dans le choix de nos élus et de notre personnel politique ? D'abord, je pense qu'il y a une liberté de l'électeur de sanctionner quelqu'un qui se sera mal comporté. Et c'est assez sidérant que des hommes politiques qui sont bien connus pour avoir défrayé la chronique judiciaire se retrouvent réélus avec des scores de maréchal. Alors on peut imaginer que peut-être il y a du bourrage d'urne, mais je pense qu'il devrait y avoir une éthique effectivement qui fasse que dès qu'éventuellement on est mis en examen, eh bien on passe la main. Et il y a effectivement des suppléants pour les députés, et je pense qu'on peut laisser la place aux suppléants et puis s'écarter. Effectivement, il faudrait non pas choisir en fonction de la moralité, je pense qu'il faut choisir en fonction des idées politiques, mais ensuite, si la personne politique s'avère véreuse, eh bien effectivement, on devrait pouvoir l'écarter par principe, ça me paraît évident. J'ai retenu une expression tout à l'heure dans la revue de presse de Bruno Duvic à propos de politique, épuisement de la Ve République, c'est ce que dit, c'est dans la bouche, je crois, d'un ministre ou d'un collaborateur d'un proche de François Hollande. Est-ce qu'il y a aussi une dimension institutionnelle de crise de régime dans ce que on vit actuellement depuis la rentrée, à vos yeux, Michel Onfray ? Non, je pense que le général de Gaulle a fait la Ve République en fonction d'une morale qui n'existe plus. Quand le général de Gaulle dit, voilà, on fabrique une constitution qui va permettre la monarchie avec la possibilité de l'exercice du suffrage universel qui permet d'élire un individu qui porte la souveraineté, et il fait quelque chose qui est assez monarchique, et puis en même temps, il ajoute le référendum, et ça, pour le coup, c'est franchement républicain, c'est la guillotine, en disant, je sollicite le peuple, si le peuple ne veut plus de moi, je m'en vais. C'est l'esprit de la Ve République. On a vu avec Mitterrand et Chirac que quand le référendum est négatif, on reste quand même. Et la cohabitation n'est pas dans l'esprit de la Ve République, ça n'a pas de sens. Donc c'est une belle machine plutôt inspirée par les gaullistes de gauche de l'époque, Capitan et quelques autres, qui étaient des lecteurs de Rousseau et du contrat social. Et si vraiment on a des hommes bien, c'est une belle institution. Simplement, comme on n'a pas des hommes bien et qu'on a juste des gens qui veulent être élus et puis ensuite des gens qui veulent être réélus, sans souci du bien public, de fait, cette machine qui était formidable si effectivement il y avait un esprit cornélien derrière, elle est terrible si on a un Mitterrand du genre coup d'État permanent derrière. Bon, mais justement, question encore sur la façon dont nous sommes gouvernés. C'est Henri qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Henri. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour monsieur. Eh bien voilà, je voudrais poser une question à monsieur Onfray au sujet de la folie guerrière qui à mon avis, prend la France au travers des actions de monsieur Hollande et monsieur Le Drian, en Ukraine notamment, avec l'OTAN, et puis aussi en Irak, enfin bon, partout, en même temps, on se demande. Je me suis revenu écouter, j'ai 80 ans, il me semble revenu à une époque de la guerre froide où tout partait de tous les côtés. Voilà, je voudrais savoir ce que M. Onfray en pense de cette situation. Merci Henri. Est-ce qu'il y a une fureur guerrière Oui, ici, du côté de l'Élysée. Depuis toujours, et y compris chez les BHL en chemise blanche, puisqu'il y a des BHL en chemise noire maintenant, mais je veux dire, il y a effectivement des philosophes qui pensent qu'on doit régler les problèmes avec des bombardements, avec les militaires, etc., etc. Moi, comme philosophe, je pense qu'on doit quand même faire fonctionner d'abord la diplomatie, et puis ensuite les services secrets. Je pense que les services secrets sont faits pour régler des problèmes qui devraient permettre d'épargner les peuples. Les guerres, ce sont toujours de toute façon les peuples qui les subissent, et on voit effectivement que Hitler, par exemple, il faut qu'il se suicide pour disparaître de la planète, et que c'est le peuple allemand qu'on a massacré d'abord. Et j'estime qu'on devrait pouvoir aujourd'hui faire de la guerre le dernier des recours.
Et si on en fait le premier des recours, c'est probablement parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Parce qu'il y a des fabricants d'armes, parce que les fabricants d'armes ont beaucoup d'argent, parce que nous fabriquons aussi des armes, parce que la CGT défend aussi les armes qu'on fabrique, parce que c'est du boulot, c'est de l'emploi, etc. Et qu'il y a des imbrications qui font que le réalisme et le cynisme font plus la loi que la morale. Le boulot du philosophe, c'est effectivement de faire un peu de morale, donc de considérer que la guerre, c'est vraiment le dernier des recours. En ce sens, je suis camusien, c'est ce que Camus défendait. Vous croyez vraiment que ce sont les marchands de canons qui sont à l'œuvre derrière les dirigeants du monde entier pour décider des guerres, comme on l'a dit sans doute faussement à propos de la guerre de 14? Non, mais on voit bien comme avec Israël et la Palestine, comment le problème n'est pas d'opposer Israël et la Palestine, mais d'opposer les gouvernements israéliens et palestiniens qui n'ont pas envie de la paix, et les peuples palestiniens et les peuples israéliens qui ont, eux, envie de la paix. Il y a simplement des intérêts à tirer sur son voisin et puis à recharger le magasin de son arme, parce que ça fait circuler beaucoup d'argent et que cet argent-là fait la loi. Question de Thomas Legrand. Oui, je voulais revenir sur la Ve République parce que vous avez parlé du fait qu'on n'élise plus des hommes bien. C'est votre version de l'homme providentiel. Est-ce que la Ve République, qui demande donc des hommes providentiels, est-ce que le philosophe peut se contenter de cette idée d'homme providentiel? Est-ce que c'est pas un petit peu abêtissant finalement de rechercher l'homme providentiel? Ah non, j'ai pas parlé d'homme providentiel. Non, vous avez dit homme bien, mais ça fait un peu... C'est pas du tout la même chose. Des gens qui aient de la morale. S'il est bien, il est providentiel, non? Dans un monde où effectivement plus personne ne l'est, d'accord. Mais je pense que ça ne devrait pas. On devrait, toujours le vieux débat, Corneille-Racine, est-ce qu'on fait avec les hommes tels qu'ils sont ou tels qu'ils devraient être? Et moi je pense qu'il faut faire avec les hommes tels qu'ils sont, parce qu'on ne peut pas refaire le monde, sans oublier qu'ils pourraient être aussi autrement. On pourrait donner plus d'importance aux idées plutôt qu'aux hommes dans le débat public. Comme on le fait en Allemagne par exemple, où ils ont plus l'esprit de coalition et de contrat, alors que nous on a un peu la culture de l'affrontement. Ça vient de notre histoire. Ça vient de la Révolution française. Oui, mais moi j'ai beaucoup de sympathie pour la pensée politique de Jean-Luc Mélenchon. Mais humainement, j'ai du mal avec le personnage, c'est tout. Donc je pense qu'en matière de politique intérieure, ça me va. Si les idées étaient plus importantes que les humains ou que le personnel dans nos institutions, nos institutions mettent en avant les parcours personnels, l'équation personnelle, je pensais que du coup, vous critiqueriez plus nos institutions. Vous avez l'air de vous en contenter. Non, mais je pense que les hommes politiques n'ont pas compris qu'ils étaient là au service. Ils se servent de la République plutôt que de servir la République. C'est-à-dire qu'on est plus que soi. Mais la cinquième devrait permettre de comprendre qu'effectivement, quand on est élu, ça donne des devoirs et pas des droits. Un mot d'éclaircissement sur Jean-Luc Mélenchon. Vous en êtes expliqué plusieurs fois et lors d'une tribune assez retentissante, c'était pendant l'élection présidentielle. Pour l'essentiel, ce sont ces positions internationales qui vous déplaisent. Hein. Oui, absolument. Cuba n'est pas une dictature. Le Tibet envahi par les Chinois, c'est une bonne chose. Éloge d'Ahmadinejad parce qu'il résiste aux Américains, mais en même temps Ahmadinejad voulait à l'époque rayer Israël de la carte. Je ne peux pas souscrire à ça. Ce n'est pas possible. Moi, je souscris à la politique intérieure du Parti communiste français, par exemple. Mais je ne peux pas souscrire à ce que le Parti communiste français a fait de son passé, de cette mythologie, de cette incapacité aujourd'hui à s'émanciper des catéchismes, de ce que l'excellent sociologue Jean-Pierre Le Goff a appelé le gauchisme culturel. Si le Parti communiste s'émancipait de ça, je pense qu'il aurait les 25% qu'il devrait avoir et que Marine Le Pen ne devrait pas avoir. Questions ou remarques ou commentaires sur Internet. Une phrase, Michel Onfray, évidemment retenue par les internautes sur les comités d'éthique, pour rappeler qu'on ne peut pas tout dire ou tout écrire. On s'interroge sur ce comité d'éthique, la question de savoir où s'arrête l'éthique, où commence la censure, dit Frodon 28, et puis surtout, qui contrôlerait les censeurs? D'autres experts. Eh oui. Non, parce que je pense qu'il y a des gens sur lesquels on peut s'entendre. Je pense que Robert Badinter, par exemple, Simone Veil, enfin, sont des sages auxquels on peut faire référence, à qui on peut demander ce genre de choses. Ce ne sont pas des gens partisans, même si l'un était de gauche, l'autre a été de droite, peu importe. On a affaire à des sages auxquels on pourrait demander de patronner ce genre de comité. J'aurais pas de crainte à ce que quelqu'un comme Robert Badinter ou Simone Veil puisse faire ce travail-là. Et on voit de la censure dès qu'il y a de la limite à la liberté, mais la liberté, c'est pas le pouvoir de faire n'importe quoi. On n'a pas la liberté de violer, on n'a pas la liberté de piller, on n'a pas la liberté de mentir. C'est pas ça la liberté. Donc il y a un moment donné où la liberté, ça s'arrête. Certains appellent ça la censure. Moi, j'estime simplement que c'est la bonne définition de la liberté, c'est-à-dire de voir jusqu'où elle peut aller, ce qui fait que je suis libertaire, jusqu'où elle peut aller sans qu'on puisse nuire à autrui. Ça me paraît une définition bêta, enfin de classe terminale.
Un dernier mot qui revient à Huguette, qui nous appelle des Landes et qui nous dit: j'apprécie depuis longtemps Michel Onfray, j'aimerais bien qu'il y ait une université comme il a créé à Caen, mais dans les Landes, entre Pau et Dax, là où j'habite. Voilà, requête transmise. Michel Onfray. Il faut que Huguette déménage. Où ça? Parce que, à Caen, en Normandie, parce que l'université populaire, c'est d'abord une équipe, c'est pas seulement moi, il y a une vingtaine de personnes, et ça naît sur place. Et on peut pas déplacer une université populaire. Il faut des gens qui soient là, ici, et qui la fassent fonctionner avec des amis et des copains. Comme je n'ai pas l'intention d'être landais, pardon. Elle peut acheter les CD. Ah oui, vous êtes gentil. Un internaute regrette d'ailleurs à propos de ça que ça ne soit téléchargeable que sur 30 jours. Oui, je le regrette aussi, mais je ne suis pas tout seul dans cette aventure. Il y a un éditeur sonore, il y a un éditeur papier, il y a France Culture. Enfin, tout ça a été négocié, ce sont des contrats, et je le déplore aussi. J'aimerais bien que tout soit gratuit. Merci Michel Onfray d'être venu au micro de France Inter ce matin. Je rappelle votre dernier livre, La passion de la méchanceté, sur un prétendu divin marquis, chez Autrement, dans un instant. La place aux suppléants, et puis s'écarter. Effectivement, il faudrait non pas choisir en fonction de la moralité, je pense qu'il faut choisir en fonction des idées politiques, mais ensuite, si la personne politique s'avère véreuse, eh bien effectivement, on devrait pouvoir l'écarter par principe, ça me paraît évident. J'ai retenu une expression tout à l'heure dans la revue de presse de Bruno Duvic à propos de politique, épuisement de la Ve République, c'est ce que dit, c'est dans la bouche, je crois, d'un ministre ou d'un collaborateur d'un proche de François Hollande. Est-ce qu'il y a aussi une dimension institutionnelle de crise de régime dans ce que on vit actuellement depuis la rentrée, à vos yeux, Michel Onfray? Non, je pense que le général de Gaulle a fait la Ve République en fonction d'une morale qui n'existe plus. Quand le général de Gaulle dit, voilà, on fabrique une constitution qui va permettre la monarchie avec la possibilité de l'exercice du suffrage universel qui permet d'élire un individu qui porte la souveraineté, et il fait quelque chose qui est assez monarchique, et puis en même temps, il ajoute le référendum, et ça, pour le coup, c'est franchement républicain, c'est la guillotine, en disant, je sollicite le peuple, si le peuple ne veut plus de moi, je m'en vais. C'est l'esprit de la Ve République. On a vu avec Mitterrand et Chirac que quand le référendum est négatif, on reste quand même. Et la cohabitation n'est pas dans l'esprit de la Ve République, ça n'a pas de sens. Donc c'est une belle machine plutôt inspirée par les gaullistes de gauche de l'époque, Capitan et quelques autres, qui étaient des lecteurs de Rousseau et du contrat social. Et si vraiment on a des hommes bien, c'est une belle institution. Simplement, comme on n'a pas des hommes bien et qu'on a juste des gens qui veulent être élus et puis ensuite des gens qui veulent être réélus, sans souci du bien public, de fait, cette machine qui était formidable si effectivement il y avait un esprit cornélien derrière, elle est terrible si on a un Mitterrand du genre coup d'État permanent derrière. Bon, mais justement, question encore sur la façon dont nous sommes gouvernés. C'est Henri qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Henri. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour monsieur. Eh bien voilà, je voudrais poser une question à monsieur Onfray au sujet de la folie guerrière qui, à mon avis, prend la France au travers des actions de monsieur Hollande et monsieur Le Drian, en Ukraine notamment, avec l'OTAN, et puis aussi en Irak, enfin bon, partout, en même temps, on se demande. Je me suis revenu, écoutez, j'ai 80 ans, hein, il me semble revenu à une époque de la guerre froide où tout partait de tous les côtés. Voilà, je voudrais savoir ce que M. Onfray en pense de cette situation. Merci Henri. Est-ce qu'il y a une fureur guerrière Oui, ici, du côté de l'Élysée? Depuis toujours, et y compris chez les BHL en chemise blanche, puisqu'il y a des BHL en chemise noire maintenant, mais je veux dire, il y a effectivement des philosophes qui pensent qu'on doit régler les problèmes avec des bombardements, avec les militaires, etc., etc. Moi, comme philosophe, je pense qu'on doit quand même faire fonctionner d'abord la diplomatie, et puis ensuite les services secrets. Je pense que les services secrets sont faits pour régler des problèmes qui devraient permettre d'épargner les peuples. Les guerres, ce sont toujours de toute façon les peuples qui les subissent, et on voit effectivement que Hitler, par exemple, il faut qu'il se suicide pour disparaître de la planète, et que c'est le peuple allemand qu'on a massacré d'abord. Et j'estime qu'on devrait pouvoir aujourd'hui faire de la guerre le dernier des recours. Et si on en fait le premier des recours, c'est probablement parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Parce qu'il y a des fabricants d'armes, parce que les fabricants d'armes ont beaucoup d'argent, parce que nous fabriquons aussi des armes, parce que la CGT défend aussi les armes qu'on fabrique, parce que c'est du boulot, c'est de l'emploi, etc. Et qu'il y a des imbrications qui font que le réalisme et le cynisme font plus la loi que la morale. Le boulot du philosophe, c'est effectivement de faire un peu de morale, donc de considérer que la guerre, c'est vraiment le dernier des recours. En ce sens, je suis camusien, c'est ce que Camus défendait. Vous croyez vraiment que ce sont les marchands de canons qui sont à l'œuvre derrière les dirigeants du monde entier pour décider des guerres, comme on l'a dit
Sans doute faussement à propos de la guerre de 14. Non, mais on voit bien comme avec Israël et la Palestine, comment le problème n'est pas d'opposer Israël et la Palestine, mais d'opposer les gouvernements israéliens et palestiniens qui n'ont pas envie de la paix et les peuples palestiniens et les peuples. La qualité de François Hollande, vous le voyez, vous croyez en son cynisme, au cynisme dépeint par Valérie Trierweiler? Alors, je ne sais pas, mais enfin, je pense que pour être président de la République, il faut être cynique. Si vous êtes un gentil, vous n'y parvenez jamais. Tous les gens qui sont un peu gentils et qui ont un peu de morale sont tous restés sur la marche en dessous. Pour y parvenir, il faut tuer père et mère et il faut être d'un cynisme sans égal. Mais par ailleurs, on peut aussi imaginer que Hollande ait quelques convictions. Et puis surtout, pour tous les gens qui le connaissent, c'est un plaisantin apparemment en permanence. Et si vous sortez une plaisanterie de son contexte, ça devient une méchanceté. Je ne crois pas qu'on puisse accabler Hollande sur ce sujet-là. Il fait déjà tellement de bêtises qu'on peut l'accabler sur les bêtises, mais de là à croire qu'il détesterait les pauvres et qu'il ne les appellerait que les sans-dents, ça me paraît terrible et c'est un coup dont on ne se remet pas parce qu'on n'a pas les moyens de prouver qu'on n'a pas dit. Alors même si elle dit qu'elle dispose des moyens, même si elle enregistre, comme Patrick Buisson, les conversations qu'elle a eues avec François Hollande, les gens n'entendront pas forcément le contexte ou la plaisanterie et feront de ce trait d'humour une espèce de vérité politique. S'il y a un tel renversement des valeurs ou une crise morale, à qui la faute? Vous venez d'évoquer l'Internet et les réseaux sociaux. Est-ce que l'école, l'éducation joue un rôle? Je fais allusion à cette tribune remarquée que vous signez cette semaine dans le magazine Le 1, où vous critiquez les dégâts qu'a, selon vous, causé mai 68 dans l'éducation. Vous demandez un recentrage sur ce que doit être la mission éducative de notre pays. Oui, enfin c'est l'après mai 68 plus que mai 68 à proprement parler. Il y a eu une espèce de grand délire des constructeurs avec mai 68 qui est une bonne chose, entendons-nous bien. Je ne suis pas de ceux qui regrettent mai 68, ça a été l'occasion d'inverser un certain nombre de valeurs et c'était une bonne chose. Je crois simplement que comme 1789 finit par donner 1793, il y a un mai 68 positif qui donne un après mai 68 qui est le grand moment du nihilisme généralisé. Et je pense qu'on peut, surtout quand on est de gauche, faire un droit d'inventaire de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé dans les années 70, notamment avec la responsabilité des philosophes. Les René Scherrer, les Foucault, les Deleuze, Vincennes, etc. La disparition des notes, la disparition des copies, la disparition des profs, les élèves pouvant devenir profs, etc., etc. On peut faire une critique de ces choses-là, surtout quand on est quelqu'un de gauche. Moi, je suis fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage. Et l'école m'a permis de m'en sortir, l'école républicaine, parce qu'on apprenait à lire, à écrire, à compter et à penser dans l'école républicaine. Ça n'est plus le cas. C'est-à-dire que le gamin d'aujourd'hui qui est fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage, il ne s'en sortira pas avec l'école comme elle fonctionne, parce que c'est une école qui a décidé qu'il était réactionnaire d'apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. Et on nous dit il faut maintenant apprendre à trier ses ordures, il faut apprendre à être un éco-citoyen responsable, il faut apprendre la théorie du genre, il faut apprendre à être programmateur informatique. La théorie du genre, avez-vous dit, Michel Onfray? Oui, je le dis à dessein, parce qu'effectivement, le comité interministériel invite à former les formateurs en prenant en considération la théorie du genre. Donc je veux bien qu'on nous dise que ça n'existe pas. Toujours est-il que moi j'ai lu les textes. Les formateurs à lutter contre la discrimination homme-femme et les stéréotypes sexués. Oui, mais si c'était ça, je soutiendrais absolument et j'applaudirais dès demain. Mais il est question de la théorie du genre, j'y peux rien. Et je pense que la théorie du genre, qui nous vient des États-Unis, et les gens sont tellement prompts à être anti-américains habituellement que je suis toujours très étonné, qu'on puisse nous dire que la nature n'existe pas et que nous ne serions que des êtres de culture. On est les deux. On est naturellement un homme, naturellement une femme, et puis après on devient un homme et on devient une femme. Donc qu'on agisse sur les stéréotypes et qu'on évite évidemment le machisme et la phallocratie, je suis évidemment pour ça. Mais ça ne se fera pas en considérant que la nature n'existe pas. Donc c'est un débat, et il n'y a pas de débat possible sur ce sujet parce qu'il y a souvent des insultes, et je pense qu'on peut commencer à lire, à écrire, à compter à l'école, et puis on peut aussi arriver un jour à penser, puis un jour, on arrive éventuellement à la déconstruction des mythes occidentaux. L'apprentissage, écrivez-vous, exige des vertus perdues, la modestie, la patience, la constance, la persévérance. L'école doit inculquer aussi, transmettre ces valeurs-là, pensez-vous ? Mais il faudrait que ce soit dit, et surtout à gauche. Je pense effectivement qu'il y a eu une espèce d'inversion des valeurs qui a fait que Nietzsche, d'ailleurs, disait, c'était une phrase extrêmement intéressante, qu'il fallait protéger les forts des faibles. Et il y a eu une espèce d'inversion avec mai 68 qui faisait qu'à une époque, les élèves avaient peur des profs, et aujourd'hui, ce sont les profs qui ont peur des élèves. Et il y a simplement une espèce de moment délirant où on n'arrive plus à pouvoir noter, parce que noter c'est fasciste, et on sait très bien que de toute façon, si
la discrimination ne se fait pas avec le talent, le mérite républicain, ça se fera avec le piston. Tout le monde aura des diplômes, mais pas tout le monde aura un poste. N'auront des postes que les gens qui seront pistonnés par papa et maman. C'est-à-dire que d'une part, on nous dit on refuse la sélection, et d'autre part, en refusant cette sélection qui serait républicaine, eh bien, on permet une sélection qui, elle, est la sélection du piston et des copains et des coquins. Et on augmente les inégalités et on fait de telle sorte que les pauvres et les fils de pauvres resteront pauvres et fils de pauvres. Michel Onfray, invité de France Inter ce matin. On vous retrouve dans quelques minutes avec les questions, interpellations ou commentaires des auditeurs, internautes, pardon, de France Inter. Le hashtag interactif sur les réseaux sociaux et le téléphone 01 45 24 7000. À tout de suite pour la revue de presse. France Inter, le 7-9. Intervenez. Michel Onfray, donc notre invité ce matin, il vient de publier la passion de la méchanceté sur un prétendu divin marquis aux éditions Autrement. Les auditeurs de France Inter ont écouté la première partie de l'entretien. Ils se manifestent, Hélène Roussel? Oui, bonjour Michel Onfray. Beaucoup de commentaires, de réactions, plus que de questions. Les internautes ce matin s'étonnent d'un de vos tweets d'hier. Je vous cite: et si à l'école, au lieu de la théorie du genre et de la programmation informatique, on apprenait à lire, compter, penser? Plus de 900 retweets. Bis repetita ce matin à l'antenne. À l'école, on apprend aux enfants le tri des déchets ou la théorie du genre. C'est la phrase pleine de bon sens du jour pour beaucoup d'internautes, de droite, sarkozystes, UMP, jeunes gaullistes. La théorie du genre n'existe pas, vous dit elle, Porta Plumas, qui se demande si vous tentez de devenir un BHL en chemise noire. Je vous lis son profil: solidaire, libertaire, zapatista, punk à chat. On dirait que Michel Onfray a mangé Alain Finkielkraut avant d'entrer dans le studio de France Inter pour Vincent Bouquet. Enfin, l'école actuelle n'est plus républicaine selon vous. Soyez plus clair, vous demande Loumer. Je me demande comment on peut être plus clair que ça. Enfin, je veux bien le redire. Oui, je pense que l'école n'est plus républicaine. Elle est libérale. Et elle enseigne le libéralisme, elle enseigne le marché, elle enseigne les catéchismes d'aujourd'hui. Et quand on ne souscrit pas au catéchisme d'aujourd'hui, on est tout de suite insulté. C'est pas là-dessus qu'ont tiqué les internautes. De droite, sur quoi? Sur le genre, là, même. Revenons sur le genre, j'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, je pense effectivement que nous ne sommes pas que des êtres de culture. C'est bien que des intellectuels qui passent leur vie dans les bibliothèques et qui pensent que le monde, c'est d'abord ce que les livres disent, puissent penser des choses, mais c'est aussi bien qu'on puisse regarder le réel. Et quand un enfant arrive dans une maternité, 100% des gens sont capables de voir qu'il s'agit d'un garçon, qu'il s'agit d'une fille. Donc qu'il y ait des constructions culturelles, ça me paraît évident, mais qu'il y ait aussi un donné naturel, ça me paraît évident aussi, avec lequel il faut composer. Donc il y a une espèce d'hémiplégie dans cette façon de dire on est pour ou contre la théorie du genre, comme cette façon qu'on a parfois d'être bêtement de droite ou bêtement de gauche, en n'étant pas du côté du bon sens. Il y a du bon sens, effectivement, à faire savoir d'une part que les femmes sont soumises à la domination masculine, et d'autre part qu'une femme, ça n'est pas un homme. Alors on peut dire que je sais pas quoi, que je me fais que je suis BHL en chemise noire ou que j'ai mangé du Finkielkraut. Mon problème n'est pas de savoir qui pense quoi, mais de savoir si je peux penser juste. En homme libre. D'autres auditeurs qui ont envie de vous interpeller, ainsi Alain qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Alain. Oui, bonjour Monsieur Onfray, bonjour Monsieur Cohen. Voilà, vous avez un petit peu abordé le sujet dès le début de votre... Michel Onfray. Bonjour. Philosophe, essayiste, vous venez de publier La passion de la méchanceté sur un prétendu divin marquis aux éditions Autrement, où il est question, on l'aura compris, de Sade, qui selon vous détestait à la fois le peuple et les femmes. Citoyen engagé, vous vous revendiquez de la gauche antilibérale ou comme un capitaliste libertaire? Vous aurez peut-être l'occasion de nous expliquer. Mais je rebondis d'abord sur le titre de votre livre, La passion de la méchanceté, qui pourrait admirablement s'appliquer au débat public de ces derniers jours, déballage de rancœur et de vengeance autour du président de la République, déjà accablé d'une impopularité sans précédent. Qu'est-ce que ça dit de notre époque à vos yeux? L'extrême faiblesse d'un président ou l'extrême cruauté du débat public? Les deux, je pense qu'il y a une espèce de civilisation de la transparence qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, rien faire qui ne soit filmé, montré, photographié et surtout commenté par des gens qui s'autorisent d'eux-mêmes. Il y a la possibilité aujourd'hui pour n'importe quel méchant, je dirais, de donner son avis et d'être un expert. L'expertise a disparu et on peut aujourd'hui s'autoriser de soi-même en disant « moi je peux très bien juger d'un film que je n'aurais pas vu, juger d'un livre que je n'aurais pas lu, juger d'un plat que je n'aurais pas goûté et ça ne pose aucun problème ». C'est-à-dire c'est le délire narcissique et subjectif de chacun disant après tout il n'y a pas de raison que moi non plus je n'ai pas le droit de m'exprimer ou de dire ce que je pense. Permis et amplifié donc par Internet et les réseaux sociaux. Absolument, puisqu'il s'agit de dire n'importe quelle bêtise et que ça devient une vérité.
L'idée que, par exemple, François Hollande aurait dit, en parlant des pauvres, que c'était des sans-dents. On n'a pas l'impression que le discours vienne de quelqu'un en particulier, c'est une vérité. Or, ça vient de quelqu'un qui se venge, qui est jaloux, qui est méchant, dont on connaît le trajet, de Rastignac. Il suffit de lire quelques livres et on sait qui a été cette dame. Ça n'est pas une oie blanche. La libido lui a beaucoup servi dans son trajet, donc il faut arrêter de croire que dès qu'elle dit quelque chose, c'est la vérité révélée. Et je pense que je suis pas hollandiste, ça se sait, mais je pense que François Hollande rigole beaucoup, plaisante, qu'il a probablement dit ça en plaisantant, mais sorti de son contexte, ça devient une vérité qui permet à Marine Le Pen, à Mélenchon et à la droite de dire, regardez, ils détestent les pauvres, la preuve, et l'affaire est réglée, ce qui est terrible. En même temps, cette pseudo-vérité révélée suscite l'appétit des internautes, lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Ce raz-de-marée éditorial, 170 000 exemplaires vendus d'après l'éditeur, ça devient un phénomène de société, Michel Onfray. Oui, parce que personne ne vend autant de livres aujourd'hui. C'est-à-dire plus personne ne lit. On le sait bien, quand on publie des livres, on lit de moins en moins, on vend de moins en moins, et les grands succès de librairie ne sont pas du côté des grands auteurs, mais plutôt du côté des phénomènes médiatiques qui sont organisés à chaque rentrée littéraire. Et là, on organise effectivement cette histoire en disant que c'est un livre. C'est probablement un livre qu'elle n'a pas écrit. On sait même un peu le nom du nègre. La chose circule. Peut-être elle l'a pas lu non plus, ce livre. Mais là, vous contribuez aussi à alimenter des rumeurs que vous dénoncez par ailleurs. Donner le nom très précis d'un écrivain qui, moi, en même temps, c'est pas gênant de dire qui a démenti. Oui, évidemment, heureusement, ça fait probablement partie du contrat. Chez les nègres, on signe un contrat disant qu'on n'a pas écrit le livre. De nombre de gens qui n'écrivent pas leurs livres et sont invités dans des émissions littéraires ou dans vos émissions. Il y a nombre de ministres, de premiers ministres, ou de footballeurs et qui ont du mal à faire une phrase correcte en français et qui d'un seul coup publient leur mémoire sur 300 pages. On sait bien qu'ils ne les ont pas écrits, ces livres. Oui, donc c'est pas un livre. Ce livre n'a peut-être pas été écrit. Enfin, je n'en sais rien, mais en tout cas, les confidences ou les révélations ou les règlements de compte de chambre à coucher, comme disait tout à l'heure Jean-Marc Four, ça vient de l'ancienne compagne conjointe du président de la République, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ah oui, non, mais on parlait du livre. Oui. Juste pour dire que ça n'est pas parce que ça a la forme d'un livre que c'est un livre. Ça ne dit rien d'autre sur la société, cette affaire. Pourtant, vous ne croyez pas pour autant à la sincérité. Entretien. Moi, il y a une question que je me pose un petit peu, effectivement, dans cet immense espace de liberté que sont les réseaux informatiques et le réseau Internet, où on peut dire à peu près tout et n'importe quoi en toute impunité, négationnisme, révisionnisme, créationnisme, etc. Est-ce qu'au fond, vous n'y voyez pas un paradoxe entre cet apparent espace de liberté qui serait, à mon sens, si je vous demande votre avis, une atteinte fondamentale à la démocratie? Et la deuxième élément, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait de ce fait utile de créer un grand espace de réflexion sur une éthique informatique? Merci Alain. Michel Onfray. Je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire que moi je défends la loi Guesso. Les hommes seraient intelligents, rationnels, raisonnables et accessibles à la raison, on n'aurait pas besoin de ce genre de loi. Qui sanctionne et pénalise la négation des crimes génocidaires. Absolument. Maintenant, sur Internet, cette loi ne fonctionne pas. C'est-à-dire, on peut dire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et jamais le négationnisme et le révisionnisme ne s'est aussi bien porté que depuis que Internet existe. Monsieur parle de liberté. Moi, je pense qu'on devrait parler plutôt de licence. La liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est une construction. La licence, c'est effectivement la possibilité pour Faurisson de mettre en ligne directement ses propos sur Internet, et on considère qu'il s'agit d'un exercice de la liberté. Je ne crois pas. Et je crois que monsieur a raison. J'aime bien Karl Popper, par exemple, qui nous disait qu'il faudrait une éthique des médias et de la presse. On n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, sous prétexte que ce serait la liberté. Donc je pense qu'effectivement, c'est un magnifique espace de liberté, Internet, où on trouve tout et où on n'a pas non plus les moyens. Parce qu'on n'apprend pas à lire, à écrire, à penser et à distinguer, on n'a pas les moyens de savoir si quelqu'un est sérieux, s'il a une expertise, s'il a un travail en amont, ou s'il est simplement guidé par ses passions ou par la haine. Donc oui, bien sûr, il faudrait des comités d'éthique qui nous permettraient, d'un point de vue déontologique, de faire savoir qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas mentir impunément, et qu'on ne peut pas faire des laïus, par exemple, révisionnistes ou négationnistes. Quand je vois ce que Soral et Dieudonné peuvent raconter sur le net, le nombre de vues que tout ça récupère, ça me sidère. J'appelle pas ça un espace de liberté. Voilà un deuxième point commun avec Alain Finkielkraut, Michel Onfray. Oui, mais ça me gêne pas parce que je trouve terrible cette façon qu'on a de mépriser Alain Finkielkraut et de ne pas le lire.
et on peut le lire et ne pas être d'accord avec lui, et puis on peut débattre et respecter les idées qui sont les siennes sans l'insulter, sans le traiter de fasciste, sans le traiter de tous les noms. Et j'estime qu'on gagne quand on est un intellectuel à lire le travail des autres et puis à débattre. Et je préfère effectivement des proximités avec Alain Finkielkraut, qui n'est pas le diable que je sache, qu'avec d'autres intellectuels. Retour au standard d'Inter, David nous appelle de Toulouse. Bonjour David. Oui, bonjour. J'ai une requête à faire à France Inter. Allô ? Que s'est-il passé ? Dès que vous avez entendu requête, alors, vous avez coupé ? Ah non. Moi, j'ai rien coupé du tout. Alors, attendez, j'avais la question qui était sur mon écran, mais je ne l'ai plus. C'était sur la moralité des... Alors, pour la requête à France Inter, David va nous rappeler, hein, comme ça on l'aura, parce qu'on n'a pas donné l'impression de lui avoir coupé le sifflet. Mais c'était sur la moralité, mais je l'ai plus sur l'écran, là, c'est compliqué. Ne pensez-vous pas qu'il faut choisir nos hommes politiques, nos élus, en fonction de leur morale, ou qu'il faut avoir des critères moraux dans le choix de nos élus et de notre personnel politique ? D'abord, je pense qu'il y a une liberté de l'électeur de sanctionner quelqu'un qui se sera mal comporté. Et c'est assez sidérant que des hommes politiques qui sont bien connus pour avoir défrayé la chronique judiciaire se retrouvent réélus avec des scores de maréchal. Alors on peut imaginer que peut-être il y a du bourrage d'urne, mais je pense qu'il devrait y avoir une éthique effectivement qui fasse que dès qu'éventuellement on est mis en examen, eh bien on passe la main. Et il y a effectivement des suppléants pour les députés, et je pense qu'on peut laisser